Les pages de l'histoire reviennent sur les bases de la réunification du Cameroun. Il est toujours important de savoir d'où on est parti pour mieux comprendre pourquoi un événement célébré chaque année est devenu un fardeau que le pays porte péniblement et pour lequel des Camerounais continuent de perdre la vie. Bref rappel, le Cameroun, pays colonisé par l'Allemagne depuis le partage de l'Afrique à Berlin en 1884, lui est retiré par la Société des Nations en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale. Le pays est divisé en deux et la partie ouest confiée à la Grande-Bretagne, déjà maître au Nigeria, et la partie est confiée à la France, déjà installée au Tchad, en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville et au Gabon. Les deux puissances coloniales doivent assurer la tutelle sur le Cameroun. Entre-temps, la partie ouest confiée au Nigeria est divisée encore en deux. La partie nord rejoint le Nigeria et la partie sud reste au Cameroun, désormais appelé le Cameroun anglophone. Depuis lors, le combat des nationalistes camerounais avait deux axes principaux, la réunification et l'indépendance du Cameroun. Les pères fondateurs du Cameroun n'ont jamais souhaité la réunification et l'on peut comprendre pourquoi elle a finalement été source d'autant de problèmes. Cet extrait du livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique est clair, je cite. Alors que les militants UPCistes réclamaient depuis des années l'indépendance et l'unification du Cameroun, deux processus qu'ils jugeaient inséparables, Amadou Ahidjo reprend à son compte le slogan de l'unité très rapidement après que lui a été livrée l'indépendance. Il suit en cela les Français qui, après s'être opposés à l'unification des Camerouns britanniques et français, se sont convertis à cette idée sur le tard une fois levée l'hypothèque UPCiste. Pour la France, qui s'est assurée que le Cameroun oriental ne tomberait pas dans les mains des communistes de l'UPC, l'unification ne peut être qu'une bonne affaire. Elle permet d'agrandir sa zone d'influence africaine en privant l'ennemi héréditaire britannique d'une région riche en ressources agricoles et souterraines. Mais pour Ahidjo, l'intérêt de la réunification est moins évident car elle suppose le partage du pouvoir avec de surcroît des populations qu'il considère comme étrangères du fait de l'histoire et de la langue coloniale. S'ils revendiquent officiellement cette réunification qu'ils redoutent secrètement, les anti-UPCistes ne le font que pour contrer leurs ennemis en se réappropriant leur programme. Les résultats des référendums qui se tiennent au Cameroun anglophone les 11 et 12 février 1961 ne font rien pour arranger les affaires d'Ahidjo. La partie méridionale du Cameroun anglophone opte pour le rattachement à la République du Cameroun, tandis que la partie septentrionale préfère le rattachement au Nigeria. Le président camerounais comprend immédiatement combien ce dénouement est préjudiciable à son pouvoir. Les anglophones seront certes moins nombreux que prévu à intégrer la République du Cameroun, mais la partie sud du pays, où il est le moins populaire, se renforce au détriment du nord, d'où il est originaire et qui constitue la seule base territoriale du parti présidentiel. Dans l'entourage d'Ahidjo, note Philippe Gaillard, on est prompt à compter que le pays s'enrichit de plus de 800 000 chrétiens ou animistes dans leur mouvance, sans la contrepartie qu'auraient constitué en nombre presque égal les musulmans et leurs vassaux animistes, clients potentiels de l'Union camerounaise. Pire, les anglophones du Sud sont considérés comme des alliés naturels des populations du pays dit Bamileke, en pleine rébellion dont ils sont frontaliers. Dans le langage ethniste des officiels français de l'époque, cette réunification est interprétée comme un risque de déséquilibre ethnique et par conséquent politique, qui viendrait fragiliser le pays. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Amadou Ahidjo camoufle sa déception derrière des refrains patriotiques. Il devient subitement le chantre d'une unité camerounaise pour laquelle il n'a pourtant jamais milité, crie au trucage du scrutin référendaire dans la zone septentrionale, s'en remet à la Cour internationale de justice et décrète une journée de deuil national. Tout en versant d'ostensibles sanglots sur la partie septentrionale de l'Est-Cameroun britannique et en exaltant fiévreusement l'unité retrouvée avec sa part méridionale, Amadou Ahidjo s'arrange surtout pour asphyxier politiquement les nouveaux venus anglophones. Il le fera en août 1961 à la conférence constitutionnelle de Fumban où se retrouvent pour sceller l'alliance d'un côté les responsables politiques anglophones et de l'autre les hommes d'Ahidjo et ses conseillers français. Les premiers arrivent en ordre dispersé, incertains sur ce qu'ils ont à proposer et en désaccord sur ce qu'ils sont prêts à concéder. Les seconds, en revanche, viennent avec un plan parfaitement ficelé qui consiste ni plus ni moins, sous le couvert d'une fédération égalitaire, à annexer la partie anglophone au système centralisé et autoritaire en vigueur à Yaoundé depuis l'année précédente. Les seules concessions faites aux anglophones, depuis forme selon un rapport français, le sont à titre provisoire. Comme dans le cas de la rédaction de la Constitution de 1960, les coulisses de ces négociations sont plus qu'éclairantes, notamment sur les motivations du clan francophone.
Parallèlement aux rencontres officielles entre dignitaires des deux Camerouns, les plumes de chaque camp, Jacques Rousseau pour les francophones et un Artonné britannique pour les anglophones, se voient régulièrement pour rédiger la Constitution fédérale. Durant 3 mois, l'ambiance est tendue entre les deux rédacteurs européens. L'Artonné proposait un texte très compliqué, se souvient Rousseau. Je me rappelle qu'il se souciait beaucoup des droits de l'homme comme un Britannique en somme. C'était vraiment ridicule. Nous autres, les Français, Ahidjo et Kamé en tête, avions élaboré un texte assez retors de nature fédérative où l'essentiel des pouvoirs reposait dans les mains du président fédéral. N'ayant pas réussi pour la première constitution à imposer un régime présidentiel, l'occasion était belle d'y revenir, selon le récit de Jacques Rousseau. Ce sont effectivement Rousseau et sa conception moins ridicule qui l'emportent. Il raconte « J'avais prévu un truc vicieux. Avec un président fédéral doté de tous les pouvoirs, dans ces pays, mieux vaut un seul potentat plutôt que plusieurs. Le despotisme éclairé en quelque sorte. Tels sont les aveux des Français qui travaillaient pour la Constitution fédérale sur laquelle repose l'unité. Le ver était dans le fruit depuis le début. »